demander également le dosage de l'amylase au niveau du liquide. Donc, le taux d'amylase du liquide sur le taux de l'amylase sérique, s'il est supérieur à 6, là, c'est en faveur d'une pancréatite, d'une origine pancréatique avec fistule pancréatique ou cancer. D'accord? Donc, c'est très important de rajouter ces paramètres parce que ça va aider le clinicien à établir son diagnostic. On peut vous demander également le dosage de la LDH. Donc, il est élevé lorsque vous avez un processus néoplasique et certaines études également parlent du dosage des marqueurs tumoraux CA125, par exemple CA19,9 dans le liquide d'acide, mais on n'a pas beaucoup de recul, il n'y a pas de recommandation d'utilisation pour ces deux marqueurs. D'accord? Donc, première intention pour les liquides d'acide pleural et synovial, c'est le dosage des protéines. Deuxième intention, c'est selon le médecin, il pense à quoi? Il peut vous demander le dosage de l'albumine, des triglycérides et de l'amylase, la LDH, pour le prélèvement d'acide. D'accord? Donc, d'autres examens, donc c'est la cytologie et la bactériologie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Toujours pour ces liquides, vous avez les 3 laboratoires qui sont concernés. Le dernier liquide qui nous reste, c'est le liquide articulaire. Donc, les surfaces articulaires sont, on l'appelle également le liquide synovial. Les surfaces articulaires, vous voyez ici, vous avez ici la capsule articulaire, vous voyez ici en gris. Là, vous avez le cartilage articulaire. Là, c'est la membrane synoviale. Et là, entre les deux, vous avez ce liquide synovial. Là, c'est le liquide synovial qui va s'accumuler entre les articulations. Donc, le liquide synovial est produit par la membrane synoviale. Elle est là, la membrane, c'est elle qui va produire ce liquide. Il est visqueux, il est transparent ou bien jaune pâle. Donc, quel est son rôle? Et donc là, il permet la lubrification des articulations, les échanges nutritifs, des cartilages articulaires qui ne possèdent pas d'irrigation vasculaire. Donc, la composition de ce liquide, il y a des protéines, entre 15 à 20 grammes de protéines. Il y a peu d'albumine, mais beaucoup plus de globuline. Il y a des enzymes, il y a des inhibiteurs de métalloprotéinase, et vous avez des glucoprotéines et de l'acide hyaluronique. La composition en ions minéraux est voisine de celle du plasma. Donc, le taux de glucose représente 2/3 de celui du plasma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'analyse de ce liquide synovial? Donc, c'est un examen clé pour la démarche diagnostique. Toujours 3 prélèvements, cytologie, bactériologie et la recherche des cristaux. Pour le liquide synovial, cependant, la biochimie présente peu d'intérêt. D'accord? Vous voyez, c'est la recherche des cristaux qui va nous déterminer le type de cristaux qui se sont accumulés. Donc, comment on va faire le prélèvement? La ponction est réalisée par un opérateur qui est entraîné parce qu'il faut directement cibler cette membrane au niveau de la membrane synoviale. Le recueil se fait sur les 3 tubes. Les autres anticoagulants peuvent créer des artefacts. L'idéal est un examen extemporané du liquide, au mieux dans les 6 heures. Donc, l'aspect toujours macroscopique, jaune citrin dans le cas des arthropathies dégénératives. Donc, vous voyez ici les différents types. Là, c'est l'arthrite. Là, vous avez donc l'arthrose. Vous voyez donc la dégradation et l'accumulation du liquide, la dégradation du cartilage. Donc, vous avez un aspect trouble et purulent dans les arthrites septiques. Le liquide synovial peut être sanglant dans les hémarthroses et dans la présence également de petites particules blanches dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire, vous allez prendre votre tube, vous allez voir des petites taches blanches à l'intérieur. Vous allez dire, ah, c'est quoi ces trucs et tout. Donc, c'est des particules blanches qui signifient la présence d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, vous voyez que déjà, dans l'aspect de votre liquide, vous pouvez aider votre médecin à établir un diagnostic. Donc, le liquide va être centrifugé, doit être examiné en lumière polarisée.
Cet examen permet d'identifier la présence de cristaux. Donc, déterminer quel type de cristaux il y a au niveau de votre liquide. Les cristaux qu'on retrouve généralement, c'est les cristaux d'acide urique pour les patients qui présentent la maladie gouteuse, c'est-à-dire la goutte, du pyrophosphate de calcium pour la chondrocalcinose, du cholestérol généralement conséquence d'une inflammation prolongée et des cristaux d'hydroxyapatite. Ça veut dire déjà, si vous allez retrouver dans votre prélèvement le type de cristaux qui se sont accumulés au niveau du liquide, vous allez orienter le clinicien vers la pathologie de votre patient. Donc, les différents diagnostics qui peuvent être évoqués, donc vous avez les liquides inflammatoires, les arthrites, par exemple ici. Si vous avez un liquide inflammatoire dans les arthrites, vous allez toujours déterminer l'aspect, il est jaune pâle, le taux de leucocytes entre 2000 et 5000 et la culture elle est négative. Et vous voyez le taux de protéines entre 30 et 50. D'accord? De protéines augmentées. Par exemple, si vous avez un liquide mécanique, c'est-à-dire la présence d'une arthrose dans la mécanique, l'aspect est toujours jaune et vous avez le polynucléaire entre 200 et 2000, ça veut dire que je n'ai pas un processus inflammatoire, contrairement à tout à l'heure, et le taux de protéines entre 10 à 30, parce que je n'ai pas un processus inflammatoire, donc c'est un transsudat. Lorsque j'ai un liquide qui est infectieux dans les arthrites, ou bien donc vous avez un aspect purulent, ou bien un aspect hémorragique, vous voyez qu'il y a donc une différence au niveau des leucocytes, une différence au niveau déjà de la couleur et le taux de protéines. D'accord? Donc, c'est les examens qui sont importants pour les liquides synoviales. C'est la couleur, les leucocytes, taux de protéines et les cristaux. Dans un laboratoire, on peut vous ramener également des tissus. Donc, des études biochimiques et anatomopathologiques peuvent être appréciées sur un échantillon tissulaire. La NAPAT, on le sait, on leur donne des tissus. Mais au niveau de la biochimie, c'est rare qu'on reçoive un prélèvement tissulaire. Mais on peut en recevoir. Donc, les prélèvements peuvent être utilisés sous forme de fragments d'organes ou de coupes fines. Donc, c'est des petits fragments qui vont être acheminés au niveau du laboratoire et après, donc, ils vont être fragmentés pour être utilisés ultérieurement par des techniques spécifiques. Donc, la plus utilisée et la plus rencontrée, c'est les services de gastrologie. Ils peuvent vous envoyer des fragments hépatiques dans la maladie de Wilson, qui est un déficit génétique de la celluloplasmie. On peut vous envoyer également des calculs rénaux dans des flacons. On peut vous envoyer des calculs rénaux. Les calculs rénaux ou lithiase rénale ou urinaire sont de petits cailloux ou des cristaux composés soit d'oxalate de calcium, phosphate de calcium, d'acide urique. S'ils s'agglomèrent, prennent une consistance pierreuse avec le temps. Leur taille va varier de quelques millimètres, quelques centimètres de diamètre. Ils se forment au niveau de l'appareil urinaire et dans les reins. Souvent, ces lithiases, elles sont asymptomatiques, d'accord? Tout dépend de leur taille et de leur localisation. Elles sont le résultat d'un désordre métabolique, la cristallisation des sels minéraux et d'acides en forte concentration dans le sang et ensuite dans les urines. Donc, ces calculs, donc les symptômes, comment on découvre qu'on a déjà, donc c'est des nausées, des vomissements, des brûlures vésiculaires, une colique néphritique, une polynéphrite, une pyélonéphrite, pardon, ou bien du sang dans les urines. Et lorsqu'on fait une exploration, on va retrouver des lithiases. Donc, lorsque vous avez des lithiases, il faut penser donc les causes, quelles sont donc les causes? Donc c'est la déshydratation, manger en excès des protéines animales, une mauvaise assimilation, une consommation insuffisante de calcium et bien sûr des facteurs infectieux. Donc quels sont les différents types de calculs qu'on peut retrouver? Donc il y a certains laboratoires de biochimie qui ont donc les réactifs adéquats
pour réaliser l'analyse des calculs rénaux. Donc, vous avez la découverte de calculs oxalocalciques. Donc, près de 70% des calculs qui sont acheminés dans un laboratoire de biochimie, c'est de l'oxalocalcique, composé d'oxalate et de calcium. Vous avez également les calculs cystiniques. Ils sont dus à une maladie héréditaire appelée la cystinurie. Vous avez également des calculs phosphocalciques qui sont constitués de phosphate et de calcium. Ils sont souvent associés à d'autres constituants. Et vous avez également les calculs d'acide urique qui sont constitués le plus souvent d'acide urique anhydre, d'acide urique hydraté. La cause principale, c'est un désordre métabolique, l'obésité, l'anomalie lipidique, la goutte, etc. D'accord? Donc, vous avez une panoplie, plusieurs types de calculs rénaux. Chaque calcul, on va lui faire des examens biochimiques. Bien sûr, même le calcul, on doit réaliser un examen macroscopique pour visualiser sa forme, sa taille et sa couleur et la surface de ce calcul. Est-ce que c'est une surface lisse, rugueuse, etc. Donc, il y a un examen macroscopique à faire. Après l'examen macroscopique, on va réaliser l'examen biochimique. L'examen biochimique sur le calcul rénaux, c'est un examen qui se fait avec une trousse de réactifs adaptés à la recherche des calculs les plus retrouvés. C'est l'oxalocalcique, la cystinique, phosphocalcique et l'acide urique. Donc, je vais terminer ma présentation en résumant donc tout ce que je viens de dire dans ce petit tableau. Donc, pour les prélèvements des différents milieux biologiques, qu'est-ce qu'on va faire en première intention dans un laboratoire de biochimie? Donc, les prélèvements sanguins, j'ai 3 types de prélèvements sanguins: veineux, capillaires, artériels. Sur le veineux, je peux doser tous les bilans biochimiques, la plupart, on va dire, des bilans biochimiques: rénal, hépatique, lipidique, hormonal, marqueurs cardiaques, marqueurs tumoraux, d'accord? Tous les bilans biochimiques. Au niveau des capillaires, on peut doser le glucose, la bilirubine et le dépistage des pathologies néonatales telles que l'hypothyroïdie congénitale en dosant la TSH et la PCU, la phénylcétonurie, en dosant la phénylalanine. Pour le prélèvement artériel, il est destiné pour la gazométrie, pour déterminer les paramètres de la gazométrie. Maintenant, pour autre prélèvement qui est le LCR. Pour le LCR, on va rechercher en première intention 2 paramètres: la glucorachie et la protéinorachie. La glucorachie, elle est en relation, donc son taux normal, il est en relation avec le taux de la glycémie sanguine. Et vous avez la protéinorachie. Pour le dosage de la protéinorachie au niveau du LCR, on a besoin de la technique rouge de pyrogalol. C'est la même technique qui sera utilisée pour le prélèvement urinaire, d'accord? Pour le prélèvement urinaire, on recommande généralement les urines de 24 heures et on peut faire plusieurs paramètres: ionogramme, protéinurie, microalbuminurie, etc. D'accord? Pour les liquides de ponction, nous avons vu les différents liquides de ponction: liquide pleural, synovial et le liquide d'acide. La première chose à faire pour ces liquides, après bien sûr l'aspect macroscopique, j'en parle pas, l'aspect macroscopique, il est primordial. Après l'aspect microscopique, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher le taux de protéines. Pourquoi? Pour savoir est-ce que c'est un transsudat ou c'est un exsudat. Transsudat, ce n'est pas inflammatoire, il est pauvre en protéines. Exsudat, c'est un excès de protéines, c'est un processus inflammatoire. Après ces examens de première intention, il y a des examens de deuxième intention qui est par exemple le pH, la LDH, l'amylase, d'accord? Donc, il y a des examens de deuxième intention qui peuvent orienter le clinicien pour établir son diagnostic. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais répondre, si possible, au maximum de questions.
Je vais revenir un petit peu en arrière. C'était les questions de la première présentation. Je vois que les questions portent sur la première présentation. Est-ce que vous avez pour la prime de contagion, ça ne relève pas de mes capacités pour vous répondre sur ce droit. Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième présentation? Les biologistes ne sont pas couverts par la loi parce que le prélèvement sanguin n'est pas permis. Oui, le biologiste n'a pas le droit de faire le prélèvement, ça c'est sûr. Mais les accidents exposants au sang, c'est au niveau du laboratoire, au niveau de la paillasse. Donc l'exposition du laborantin au sang, piqûre d'aiguille. Donc si vous allez dire à votre médecin de travail que vous êtes piqué par une aiguille alors que vous n'êtes pas censé faire le prélèvement, il ne va pas vous couvrir. Je parle des accidents exposants au sang lorsqu'il y a une projection au niveau de votre milieu de travail, c'est-à-dire au niveau de vos fonctions. Vous n'êtes pas censé faire les prélèvements. Vous êtes des biologistes, vous n'êtes pas censé. Les gants me font des allergies. Donc, il faut faut pas travailler dans un centre hospitalier. Fournissant des gants comme moyen de notre niveau. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions sur la deuxième présentation. Document de cette formation, vous allez avoir le document. Quand vous allez avoir le document, juste les biologistes, je pose ma question par rapport au deuxième thème. Tous des scientifiques, on doit s'apprendre un peu sur les prélèvements qui sont pas parmi les tâches. Le thème explique bien la biochimie des liquides biologiques qui n'ont pas le prélèvement. Comme je l'ai déjà fait dans la formation précédente, les conditions préanalytiques du prélèvement sont très importantes. Donc, il ne faut pas penser uniquement à votre appareil. Vous êtes biologiste, certes, mais vous êtes responsable de votre
de votre paillasse, vous êtes responsable du prélèvement que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc, si je vous parle du liquide et je vous parle de son aspect macroscopique et vous ne connaissez même pas d'où vient ce liquide, excusez-moi, vous n'êtes pas des biologistes. D'accord? Un biologiste doit connaître l'ordre d'acheminement de ce prélèvement, comment il a été fait et c'est quoi ce liquide. D'accord? Donc, si vous êtes devant un liquide qui est citrin ou noirâtre, vous allez dire, ah, je n'ai le prélèvement. Non, vous êtes biologiste, vous savez d'où vient ce prélèvement et comment il a été fait et quel sera son résultat. D'accord? Donc, vous êtes biologiste, il faut commencer du moment où le prélèvement a été fait jusqu'au résultat. D'accord? Vous n'êtes pas une machine, vous êtes des personnes. Il faut connaître les conditions préanalytiques. Donc, je recherche des questions. Là, c'est juste pour les présentations. Vous allez recevoir le document. Donc, pour la LDH, j'ai dit tout à l'heure que pour la LDH, on peut vous demander le dosage de la LDH dans les liquides biologiques parce que il y a des critères de classification des exsudats lorsque vous avez par exemple un taux de protéines qui est un taux de protéines qui vous dit pas direct, par exemple, vous avez un taux de protéines de 29, 25. Vous ne pouvez pas trancher directement à ce que réellement c'est un exsudat ou c'est un transsudat. D'accord? Donc, le médecin va vous demander le dosage de la LDH, aussi bien au niveau de votre liquide qu'au niveau sanguin, et il va donc déterminer le rapport. Si le rapport est supérieur à 6, là, donc, il va dire qu'il confirme donc, le caractère exsudatif de votre liquide. Donc, une formation continue, c'est pour vous former du mieux qu'on peut. Donc, c'est pour vous apporter des nouveautés théoriques, mais également des nouveautés pratiques. D'accord? C'est pas parce que vous êtes branché dans un appareil que vous ne pouvez pas réfléchir d'où est venu ce prélèvement, comment il a été fait et quel sera son devenir et quel est le diagnostic qui a été évoqué. D'accord? Vous n'êtes pas des machines, vous êtes des biologistes et vous êtes censé connaître tous les moyens de protection, tous les moyens de prévention, vos droits, mais également votre obligation, c'est de connaître les moyens préanalytiques de chaque prélèvement. Est-ce qu'on peut utiliser la même réaction de dosage de protéines sériques pour doser la protéine Orashi? Non, on ne peut pas doser la protéine, utiliser la même technique de dosage des protéines sériques avec la protéine Orashi ou la protéine URI. Pourquoi? Parce que la technique utilisée pour le dosage des protéines sériques, c'est la technique au biurée. C'est une technique qui est sensible à partir de 10 grammes par litre, c'est-à-dire qu'elle va vous détecter le taux de protéines lorsqu'il est supérieur à 10 grammes par litre jusqu'à, on va dire, 150 grammes par litre. Et dans la protéine Orashi et dans la protéine URI, vous allez avoir des quantités de 0, d'accord? Donc en protéine URI, c'est des milligrammes par litre. Et dans la protéine Orashi, c'est entre 0,15 à 0,45 grammes par litre. Donc, si vous allez utiliser la technique au biurée, elle commence à partir déjà de 10 grammes.
Donc, elle ne peut pas vous détecter les petites quantités. C'est pour ça qu'on utilise la technique au rouge de pyrogalol qui, elle est destinée pour le dosage des petites concentrations 1 mg par litre. Bien. Donc, quels sont les paramètres biochimiques à doser au niveau du liquide, au niveau des ovaires? Est-ce que ça existe? Non, ce n'est pas un liquide au niveau des ovaires. C'est le liquide, donc il va s'accumuler au niveau. Donc, c'est un épanchement. Donc, c'est l'acide. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acide qui est dû généralement lorsque vous avez un cancer de l'ovaire. Vous allez avoir cette accumulation de liquide. C'est la même chose, c'est au niveau de l'acide. Donc, il va y avoir une fonction au niveau de cet acide et ils vont faire donc la recherche, premièrement macroscopique, et la recherche des protéines pour déterminer est-ce que c'est un transsudat ou un exsudat. Un transsudat, c'est un processus non inflammatoire. Un exsudat, c'est un processus inflammatoire. Dans les liquides pleurales pour les valeurs entre 20 et 30. Donc, j'ai dit tout à l'heure. Donc, le dosage des protéines dans les liquides pleurales pour les valeurs entre 20 et 30. Donc, lorsque vous êtes dans une valeur critique entre 20 et 30, vous ne pouvez pas trancher est-ce que c'est un transsudat et exsudat. Vous allez observer l'aspect macroscopique également. Est-ce que donc il est beaucoup plus purulent ou il est d'aspect normal? Et vous allez, le médecin peut vous demander de doser d'autres paramètres, par exemple la LDH, pour déterminer, pour avoir au moins 2 à 3 critères qui vont vous orienter vers un transsudat ou un exsudat. Est-ce qu'on peut faire des chimies d'urine spontanée n'est pas de 8 heures? Je n'ai pas compris votre question, Galaxie 21. Prélèvement, oui, le prélèvement jugulaire également dans les cas extrêmes. La LDH est déjà répandue. Parce que les ions n'ont rien à voir dans le dosage. Voilà la distribution de la réponse. Non, les biologistes ne sont pas habilités à faire des prélèvements, quel que soit le prélèvement, sanguin ou LCR ou autre. Vous n'êtes pas protégé par la loi. Les réactifs de la glycorachie et l'albuminorachie sont-ils les mêmes réactifs que la glycémie et l'albumine? Oui. Pour ce qui est de la glycorachie et l'albuminorachie, c'est les mêmes réactifs utilisés pour le prélèvement sanguin. Pour le stockage des prélèvements en cas de besoin, donc ils sont stables pendant 3 jours à plus 4 degrés. Quels sont les paramètres chimiques à doser dans le liquide au niveau des ovaires? Déjà fait. Il y a des praticiens divisent la quantité de LCR en 3 tubes. Est-ce que c'est normal ou obligatoire de séparer immédiatement pour éviter la contamination? Normalement, donc au niveau du prélèvement, on ne sépare pas, on fait directement le prélèvement sur 3 tubes parce qu'il y a un risque de contamination si vous transvasez la quantité d'un tube à un autre. Par quel tube on remplace? Tube à fluorure d'oxalate si on manque pour analyse du taux. Il n'y a pas un autre tube. Le fluorure d'oxalate, c'est un anticoagulant qui inhibe la glycolyse, donc les phénomènes de glycolyse. C'est un inhibiteur glycolytique qui va empêcher les globules rouges de consommer votre glucose.
Les réactifs, glycorachie, albuminorachie, oui, c'est les mêmes. Pourquoi on respecte de remplir les tubes par ordre? Pourquoi respecter de remplir les tubes par ordre? Donc, je l'ai dit, on a déjà fait cette formation sur le respect des conditions préanalytiques parce que les anticoagulants, si vous avez une gouttelette de l'anticoagulant qui s'est fixée sur sur la tubulure de l'épicrânienne, elle va fausser, elle va contaminer le son que vous allez mettre sur l'autre tube et ça va chélater ou libérer des ions ou des cations. D'accord? La différence entre albuminorachie et protéinorachie, donc il n'y a pas réellement une différence en termes de quantité. Donc, généralement, donc, on dose la protéinorachie parce que, donc, comme je l'ai dit, au niveau du LCR, vous avez donc peu d'albumine que de protéines, donc on préfère doser directement la protéinorachie au lieu de doser l'albuminorachie. Y a-t-il un intérêt de dosage du chlore dans le LCR? Oui, oui, exactement, il y a l'intérêt du dosage du chlore au niveau du LCR. Les réactifs du glycorachie, c'est les mêmes. Le prélèvement du gaz du sang est-il par le médecin ou par le paramédical? Donc, le prélèvement du gaz du sang est réalisé par il peut être réalisé par un paramédical, mais également paramédical, mais généralement, c'est le paramédical qui le fait. Les réactifs de la glycorachie, c'est la même. C'est la même. Oui. D'accord. Non, même si vous recevez des avertissements, vous n'êtes pas couvert par la loi. Il faut avoir un papier en médecine de travail qui vous protège si réellement il vous oblige à faire le prélèvement. Le LCR, tu n'as pas parlé de l'examen microscopique. Donc, je n'ai pas parlé de l'examen microscopique qui compte donc les globules blancs. Si vous voyez, donc le titre, c'est l'étude biochimique. D'accord? Donc, mais j'ai mis dans la planche que vous avez les trois tubes. Donc, c'est le prélèvement cytologique et bactériologique. Vous avez un taux de polynucléaire, de leucocytes, il ne faudra pas dépasser par chance, sinon ça va vous orienter vers un processus inflammatoire et déterminer s'il y a réellement une méningite. Une analyse chimique urinaire. Existe-t-il une différence en analyse de chimie urine entre un prélèvement urinaire de 24 heures et celle matinale? Donc, pour les urines de 24 heures, généralement pour la chimie des urines, on préconise donc les urines du matin pour réaliser cette chimie des urines. Maintenant, si vous allez faire une panoplie d'examen après, donc il faudra les urines de 24 heures. D'accord? Si vous allez faire uniquement une chimie des urines, vous pouvez faire un prélèvement matinal et déterminer cette chimie des urines parce qu'elle va uniquement vous orienter. C'est un examen qualitatif et non pas quantitatif. Donc, pour valider le résultat en l'absence de sérum de contrôle, donc nous l'avons vu la dernière fois, on ne valide jamais un résultat sans sérum de contrôle, jamais. Partagez les présentations, elles seront partagées. La source du liquide acide est toujours les cellules tumorales. Non, pas toujours cellules tumorales. Protégé en cas de faire de prélèvement. Donc, non, le laboratoire n'est pas protégé. Le laboratoire n'est pas protégé parce que vous n'êtes pas censé faire le prélèvement. Très bien. Donc, votre collègue, il pose la question, est-ce qu'on peut réaliser la microalbuminurie sur les urines de miction? Si oui, y a-t-il une différence avec celle réalisée dans les urines de 24 heures? Donc oui, on peut faire le dosage de la microalbuminurie sur les urines du matin, les urines du matin. On peut également le réaliser sur les urines de 24 heures. Donc, dans la différence, on va dire que
le dosage de la microalbe sur les urines du matin, on va l'exprimer en milligrammes de microalbe par gramme de créatinine, d'accord? Et si c'est les urines de 24 heures, on peut exprimer en milligrammes par diurèse, par 24 heures. Cependant, ce qui est préconisé dans les différents travaux, c'est de travailler en grammes de créatinine, que ce soit pour les urines pour la microalgue que pour la protéinurie. Pourquoi? Parce que la concentration de la créatinurie, elle est stable, que ce soit sur les urines du matin ou sur les urines de 24 heures. Cependant, pour ce qui est de la diurèse, il va y avoir un problème au niveau de la récolte. Est-ce que réellement votre patient a bien compris comment récolter les urines de 24 heures? Est-ce que réellement votre patient est resté 24 heures à la maison et à chaque fois, lorsqu'il va uriner, il va récolter les urines de 24 heures? Est-ce qu'il n'a pas oublié à un moment de ne pas mettre les urines dans la bouteille, d'accord? Donc, dans les urines de 24 heures, vous avez des erreurs d'interprétation. Donc, il est beaucoup plus préconisé d'exprimer le dosage de la microalbuminurie, de la protéinurie, de différents paramètres qu'on dose au niveau des urines par gramme de créatinine. Ça veut dire qu'il va y avoir pas une différence diagnostique, mais il va y avoir une différence dans la valeur normale d'interprétation. Quels sont les moyens? Donc, les moyens de conservation, nous avons fait toute une présentation sur les moyens de conservation et les moyens de transport. Diffèrent des liquides le même que le sang. Les différents liquides. Donc, par les différents liquides, c'est différent, oui, parce que dans les liquides, vous avez toujours on va dire, des symboles. Dans les liquides, vous avez des symboles. Et donc, c'est différent, ce n'est pas la même présentation. Donc, vous avez des symboles et chaque symbole va vous indiquer le risque de projection, le risque de brûlure, le risque, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Termine. Très bien, il n'y a plus de questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. On va vous partager les communications. Est-ce que vous avez reçu les présentations? Je viens de partager les présentations. Donc, vous allez les retrouver pour les personnes qui ont des PC, pas par téléphone. Au niveau de l'icône discussion, on a même chose.
Est-ce que vous avez reçu les présentations? Téléphone, ne pouvez pas avec l'ordinateur. Essayez avec votre ordinateur. Au niveau de l'icône discussion, vous recherchez au niveau de l'icône discussion une seule. Non, on a envoyé les deux. Vérifiez pas. Non. Sur le site, ils ont un site. Allô? Oui, Madame Serlin. Oui. Je vous en prie. Merci, merci. Recording stopped.